Donc bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Et croyez-moi, croyez-en mon expérience, on va passer un très bon moment ensemble, à moins que, il ne faille pas croire mon expérience. Et c'est ce dont on va discuter avec Mireille Bétrancourt et Thibaut Giraud. Je vais vous laisser vous présenter vous-même si vous êtes d'accord. Donc Mireille Bétrancourt. Bonjour, je suis professeure à l'Université de Genève. Je travaille dans le domaine des technologies de formation et d'apprentissage. Plus précisément, je m'intéresse à l'utilisation des technologies numériques, tout ce qui est informatique, logiciel, simulation, recherche d'informations, à des fins d'apprentissage et de formation. Merci. Thibaut Giraud. Oui, alors moi je suis vidéaste vulgarisateur de philosophie. Voilà, donc je fais des vidéos de vulgarisation sur la philosophie sur Internet, sur YouTube, sur ma chaîne Monsieur Phi. Et avant ça, j'étais prof de philo et voilà, et j'ai un doctorat de philosophie. Voilà. Comme on va parler d'expérience là pendant donc à peu près 45 minutes, puis après on prendra vos questions. Thibaut Giraud, est-ce que vous voulez tenter de définir peut-être ce que c'est que l'expérience ? D'accord, ok. Donc c'est le genre de terme qui est assez polysémique, il y a vraiment beaucoup de sens différents. Il y a cette idée, l'expérience. Au niveau le plus individuel, ça serait vraiment l'expérience subjective, le fait d'avoir fait l'expérience de quelque chose, ça serait la chose subjective par excellence. Par exemple, faire l'expérience d'une douleur, c'est typiquement le genre de choses qu'on ne peut connaître qu'en l'ayant eu, qu'en en ayant fait directement l'expérience. Donc ça, ce serait un premier sens du mot expérience. Il y aurait un deuxième sens qui renverrait à l'idée, typiquement ce que vous disiez en commençant en disant croyez en mon expérience, ça va bien se passer, etc. Ça renvoie dans ce cas à une sorte de pratique régulière, à l'idée que voilà, un médecin qui a 40 ans de métier, il a de l'expérience parce qu'il a beaucoup pratiqué la médecine. Donc c'est pas très clair qu'est-ce que ça désigne par là, mais il y aurait cette idée d'un type particulier de connaissances pratiques qui viendraient avec le fait d'accomplir souvent la même chose. Et puis sinon, il y a le sens de l'expérience scientifique, c'est-à-dire, dans ce cas, on parlerait peut-être plutôt d'expérimentation, mais bon, c'est aussi un sens du mot expérience. Donc, ça serait l'idée de réunir des conditions particulières dans lesquelles on va étudier un phénomène, et voilà, c'est au cœur de la méthode scientifique telle qu'elle commence à se mettre en place au XVIIe siècle. Mais je crois qu'on va peut-être revenir sur l'historique de la notion d'expérience scientifique, donc je ne vais pas développer ça là. Donc voilà, le mot expérience, on l'utilise vraiment de plein de façons différentes. C'est très difficile de définir ce qu'est l'expérience pour cette raison-là. Mais il y a souvent quand même ce rapport à la perception, au fait d'avoir... il y a une sorte de données. Il faut qu'il y ait des données dans une expérience, quoi. Il y a toujours ce rapport-là, on peut l'opposer justement à la pure théorie qui se construirait sans données, justement. Voilà, mais bon, c'est très compliqué de définir l'expérience, quoi. Désolé. Mais non, mais c'est très bien. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Mireille Bétrancourt ? Alors, peut-être effectivement, comme c'est vrai que je n'ai pas dit que j'avais fait comme mon parcours antérieur, c'est la psychologie et les sciences cognitives. Donc, du point de vue de la psychologie et des sciences cognitives, donc juste pour ajouter l'aspect des expériences qu'on vit, ça renvoie à la mémoire en fait. Et donc, dans les mémoires, on a plusieurs types de mémoires. Il y a la mémoire de ce qu'on vit en tant qu'individu particulièrement. L'été dernier, je suis allée à tel et tel endroit, j'ai fait du bateau, etc. Donc, c'est l'expérience vécue individuelle, subjective. Et puis, il y a tout ce qu'on engrange aussi comme connaissance, comme expérience. Et donc, ça renvoie aussi au fait d'avoir quelque chose de régulier qui construit ce qu'on appelle souvent dans le sens commun, effectivement, dans le langage commun, l'expérience. Ah oui, il a de l'expérience dans telle et telle chose. Donc là, ça serait plus, effectivement, on va dire des connaissances sur un domaine particulier ou sur un thème particulier. Donc, ça renvoie à la fois à la mémoire et finalement à l'identité de ce qu'on est au cours du temps. Et, du coup, cette expérience qui est personnelle et qu'on vit, parce que vous n'avez pas dit que vous vous intéressez aussi beaucoup à l'esprit critique, est-ce que cette expérience, elle est généralement, il semblerait qu'elle soit généralement suffisante pour prendre des décisions dans la vie? Est-ce que c'est vrai, ça ou...
Alors, c'est à la fois vrai et pas vrai, si on veut. C'est-à-dire qu'effectivement, toutes les décisions qu'on prend dans notre vie quotidienne sont basées sur tout ce qu'on a vécu avant, soit directement par l'expérience personnelle, soit parce qu'on nous a dit ce qu'on a appris qu'il fallait faire. Par exemple, quand on conduit, donc on est à la fois dans une expérience de conduite automobile où on a soi-même son propre vécu de conducteur, mais évidemment on a appris des règles de conduite qui sont immuables et pas que personnelles. Et donc l'expérience que l'on a des choses, on l'a fait, on mélange à la fois ce qu'on nous a dit, donc la théorie et l'expérience vécue, ce qui fait qu'après on peut se donner des habitudes personnelles qui sont finalement assez individuelles, mais qui ne sont pas forcément des choses qui seraient vraies dans un monde absolu. Prenons par exemple l'alimentation, on va vraiment faire quelque chose de très simple. Admettons que j'ai goûté des brocolis, mais des brocolis vapeur, et puis j'ai pas trouvé ça très bon, les brocolis vapeur. Et finalement, chaque fois que je vais voir des brocolis, je vais me dire, non, ça, c'est pas bon, les brocolis. Voilà. Mais peut-être que j'ai pas goûté toutes les façons de faire du brocoli. Et peut-être qu'il y a certaines autres façons que je goûterai. Je me dirais, tiens, finalement. C'est donc mon expérience personnelle qui est basée sur quelque chose que j'ai vécu, mes brocolis vapeur. Peut-être qu'en fait, c'est une expérience qui est incomplète, mais je ne me rends pas compte si j'ai pas vécu autre chose. Voilà. Et puis, à part ça, j'ai rien contre les brocolis. Oui. Je crois que vous avez envie, Thibaut Giraud, de parler de l'historique de l'expérience, plutôt de l'historique de l'expérience, parce que vous avez dit, on va revenir dessus, de l'expérience scientifique, parce que vous avez l'air d'opposer un peu, peut-être, on y reviendra aussi, mais expérience scientifique, expérience personnelle, dans cette polysémie du mot expérience. Oui, il y a un sens bien spécifique du terme expérience quand on parle d'expérience scientifique, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on appelle l'expérience, comme vous venez d'en parler. En fait, pendant longtemps, l'idée de construire d'étudier un phénomène, et pour étudier le phénomène, de construire des conditions d'observation bien spécifiques dans lesquelles on va pouvoir isoler les variables qui nous intéressent, c'est quelque chose qui paraît assez naturel aujourd'hui dans la pratique de la science, mais qui en fait est relativement récent à l'échelle de l'histoire de la pensée, c'est-à-dire ça apparaît vers le XVIIe siècle, et c'est vraiment un des piliers de la méthode scientifique moderne. Donc voilà, ça paraît. L'exemple ultra classique de ça, c'est l'expérience du Puy de Dôme, où il y a. Donc l'idée, c'était d'étudier pourquoi est-ce que quand on retourne une fiole de mercure, une grande bouteille de mercure dans une cuve de mercure, la colonne de mercure se descend jusqu'à un certain niveau, je ne sais plus combien c'est, peut-être 80 cm, et très précisément ça, et c'était vraiment assez mystérieux comme phénomène. Et d'ailleurs, déjà pour isoler ce phénomène, il avait fallu faire des expériences au sens vraiment moderne, parce que c'est typiquement le genre de choses qu'on ne fait pas naturellement. En fait. Pendant longtemps, on étudiait la nature, mais finalement, on l'étudiait telle qu'elle se présentait à nous ordinairement dans l'expérience ordinaire. C'est-à-dire, on voit des objets qui chutent, le feu qui monte, etc. Enfin, voilà, on s'en tient finalement à une observation relativement passive de la nature. Et puis, à partir du XVIIe siècle, on commence à avoir l'idée d'avoir une observation, mais qui est active, où on va construire des situations d'expérience. Et donc, par exemple, cette expérience-là de la colonne de mercure qui descend jusqu'à 80 cm exactement, et on se dit on va essayer d'avoir des théories qui expliquent ces phénomènes, et puis pour voir si ces théories marchent, on va construire des situations qui permettent de trancher entre différentes théories. Donc là, par exemple, l'une des théories, c'était de dire que la colonne de mercure était en équilibre avec la colonne d'air qui était au-dessus de la cuve. C'est une théorie qui est relativement bizarre et abstraite en un sens. On n'a pas l'impression que le poids de la colonne de mercure équivaut au poids de la colonne d'air qu'on a au-dessus de la tête. On n'a pas l'impression que c'est très lourd l'air qu'on a au-dessus de la tête. Mais voilà, c'est une théorie, et on se dit, pour tester ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut refaire la même expérience, mais on va le faire à un endroit où la colonne d'air au-dessus de la cuve de mercure sera moins épaisse. Par exemple, on peut le faire en étant en altitude. Donc c'est pour ça, Blaise Pascal propose le dispositif suivant et dit vous mesurez la hauteur de la colonne de mercure un jour au pied, à Clermont-Ferrand, au pied du Puy de Dôme, puis vous montez avec votre bassine de mercure
jusqu'en haut du puits de Dôme, et vous faites la même expérience là-haut, et normalement, on devrait observer une colonne plus petite. Est-ce que plus petite, j'arrive pas à raisonner. Il faut que ce soit... du coup. Le mercure va monter plus, puisqu'il y aura moins d'air. Il y aura moins d'air, donc il y aura moins de pression. Donc il y aura moins de pression, donc le mercure monte plus. Voilà, donc une colonne plus haute. Et même normalement, il proposait aussi de faire une mesure intermédiaire sur le chemin, et on devrait obtenir quelque chose d'intermédiaire, et donc voilà, c'est ce qu'on observe. Donc ça c'est l'expérimentation scientifique, c'est-à-dire on a une théorie, la théorie fait des prédictions dans des conditions particulières qui ne se présentent jamais naturellement, on est obligé de construire ces situations-là, et on construit ces situations, et parfois ça marche pas, mais là en l'occurrence ça marche, du coup ça tend à accréditer la théorie, en tout cas davantage que la théorie alternative qui était de dire que globalement dans la nature il y a une sorte la nature n'aime pas le vide, et donc c'est pour ça que la nature n'aime pas le vide, du coup il y a une sorte de vide quand même qui se crée, mais pas complètement, donc ça paraissait déjà bizarre comme donnée, mais ça paraît encore plus bizarre quand la force avec laquelle la nature n'aime pas le vide varie en fonction de l'altitude. C'est quand même une théorie très bizarre, c'est beaucoup plus élégant de se dire que c'est parce qu'en fait il y a ce phénomène d'équilibre entre la pression. Enfin bref, donc voilà, ce concept-là d'expérience scientifique, il apparaît autour du XVIIe siècle, et ça va devenir vraiment quelque chose de central dans la méthode de beaucoup de sciences. Pouvoir réaliser des expériences de ce type-là, c'est un moyen très très efficace de trancher entre des théories et de tester des théories. Voilà. Et juste pour rajouter, il y a un aspect quand même aussi, parce que souvent on a l'impression qu'avant on ne faisait pas d'expérience. En fait, c'est presque l'inverse, c'est-à-dire que pendant très longtemps, la méthode pour étudier la nature était très empirique, c'était très tourné vers l'expérience, et finalement assez peu théorique, justement. Et en fait, ce qui apparaît au XVIIe siècle, c'est à la fois un souci pour la construction de théories, c'est-à-dire on va se mettre à construire des théories qui sont très risquées, très spéculatives, très bizarres quelque part, et en même temps un souci pour l'expérience qui permettra de confirmer ces théories bizarres. Et on a vraiment ça avec l'expérience du Puy de Dôme, c'est-à-dire qu'on a une théorie qui est bizarre, qui est très abstraite, qui mobilise des concepts très étranges, cette idée d'une colonne d'air au-dessus de... C'est pas des théories... Enfin, il y a vraiment l'apport de la théorie qui permet de suggérer des expériences. Sans théorie derrière, il n'y a aucune raison de faire cette expérience. L'expérience, elle n'a de sens que parce qu'on a une théorie. Et ce sont les deux aspects qui vont ensemble. C'est-à-dire que vraiment, faut pas... Enfin, l'expérience et théorie sont deux aspects bien différents, mais ça travaille ensemble. On n'est pas d'un coup devenu très très empirique au XVIIe siècle, c'est pas du tout ça. La science a toujours, l'étude de la nature a toujours été empirique parce que on étudie ce qu'on observe, ce qu'on voit, etc. On regarde les cieux, on regarde les objets qui nous entourent, et donc évidemment la science a toujours été empirique. Mais ce qui apparaît au XVIIe siècle, c'est à la fois on a des théories explicatives beaucoup plus risquées, et intéressantes et audacieuses, et en même temps on a cette pratique, cette apparition de l'expérimentation, vraiment, où on crée des conditions d'expérience qui permettent de tester ces théories bizarres. Donc, voilà. Mireille Betrancourt, est-ce que du coup, ce qui se passe individuellement, c'est quelque chose de comparable? Est-ce que nous, on se crée une théorie du monde, et est-ce que l'expérience personnelle vient valider ou confirmer ou infirmer cette théorie Alors en effet, c'est une façon de voir les choses qui est assez juste, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de créer des théories du monde, parce que sinon le monde serait un chaos impossible. Donc on est obligé d'ordonner les choses et de se dire, bon, on essaie en fait de vivre dans ce monde, de garder la cohérence. Et à l'inverse d'une théorie scientifique où on voudrait la tester, là, individuellement, en général, on ne veut pas la tester, sa théorie. On part de ça, on se dit c'est ça la réalité dans laquelle on vit. Donc mon histoire de brocoli tout à l'heure, c'est ça, je me dis, je n'ai pas envie de tester les brocolis dans différentes conditions. Alors que l'approche expérimentale, ce serait de dire, bon, ces fameux brocolis, quelles étaient les conditions? Est-ce que cette observation, elle n'est pas liée à une situation particulière, liée à la préparation de ces brocolis, que peut-être il y a d'autres situations, et donc là, on met en place d'autres situations. Enfin, si on peut faire une espèce de parallèle. La vapeur, peut-être on va essayer des carottes à la vapeur. Voilà, mais il faut une théorie. Alors ça, j'aime bien l'idée ça, c'est très important en science. On a des théories, effectivement, qui doivent être explicatives de ce qu'on observe, et c'est pas juste on fait, tiens, on va essayer cette expérience-là, juste pour voir. Ça, c'est pas ce qu'on fait en science. Alors c'est vrai qu'au niveau individuel, la théorie, alors, elle est déjà rarement
formalisée, on va dire, rarement formulée dans sa tête, elle est plutôt implicite. Et le fait qu'elle soit implicite, ça nous amène à faire des erreurs qui sont liées justement, comme je dis, dans l'histoire de Brocoli, c'est le biais de généralisation, c'est-à-dire qu'on se construit des